La plupart des investisseurs particuliers passent des heures à analyser des actions individuelles, à chercher la prochaine pépite, le prochain grand gagnant, et pourtant, ils se font systématiquement détruire lors des crises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de boussole. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le portefeuille et la stratégie d'investissement de l'un des financiers français les plus influents, Charles Gave. Un homme qui a géré des milliards de dollars, qui conseille 800 institutions dans le monde et dont la méthode repose sur une logique d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance redoutable. On va décortiquer ensemble qui il est, comment fonctionne sa célèbre matrice des 4 cadrans, à quoi ressemble concrètement son portefeuille, les actifs, les ETF, les proportions, et surtout ce que ça implique pour vous en tant qu'investisseur. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel sur cette approche. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Bouffard, je suis un ex-banquier privé, titulaire d'un master en finance et d'un second master en gestion de patrimoine. J'ai accompagné pendant plusieurs années des clients fortunés dans l'allocation de portefeuille, la structuration patrimoniale et la prise de décision d'investissement stratégique. Au fil des années, j'ai réalisé plusieurs acquisitions immobilières et généré plus de 100 000 euros sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je suis conseiller en investissement financier et j'accompagne les particuliers à investir de manière structurée et stratégique à travers mon académie. Le lien est directement dans la description. Partie 1, qui est Charles Gave? Avant de parler de sa stratégie, il faut comprendre d'où vient cet homme, parce que Charles Gave, ce n'est pas un théoricien qui a passé sa carrière dans un bureau à publier des papiers académiques, c'est un praticien, un homme de terrain, et ça change tout à la façon dont on doit lire sa méthode. Charles Gave est né le 14 septembre 1943 à Alep en Syrie. Il est le fils d'un commandant de la France libre, condamné à mort par contumace par le régime de Vichy. Cette origine, cette histoire familiale forgée dans la résistance et l'adversité, elle dit déjà quelque chose sur le personnage. Ce n'est pas quelqu'un qui plie facilement face au consensus dominant. Il fait ses études à Sciences Po Toulouse, obtient un DESS d'économie, puis un MBA en finance aux États-Unis. Il commence sa carrière comme analyste financier à la Banque de Suez et dès 1974, à seulement 30 ans, il crée sa première entreprise, Secogest, spécialisée en allocation d'actifs. Il est avec le Suisse BitsNotes considéré comme l'un des pionniers du métier de conseil en investissement tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1981, il quitte la France au lendemain de l'élection de François Mitterrand. Non pas pour des raisons fiscales, il le dit lui-même, je n'avais pas un sou, mais pour des raisons idéologiques. Et par s'installer à Londres, c'est là que sa carrière prend une toute autre dimension. En 1986, il cofonde Cursitor Eaton Asset Management à Londres, dont il devient directeur des investissements. En 1995, la société est revendue à Allianz Capital. À ce moment-là, elle gérait 10 milliards de dollars. Ce n'est pas un blogueur finance, ce n'est pas un créateur de contenu qui a ouvert un compte titre il y a 3 ans. C'est un homme qui a prouvé sa méthode avec des milliards de dollars réels sur des décennies. En 1999, il cofonde Gavekal, d'abord à Londres, puis transféré à Hong Kong en 2001, avec son fils Louis-Vincent Gave et le journaliste économique Anatole Kaletsky. Aujourd'hui, Gavekal conseille 800 institutions dans le monde, diffuse une lettre quotidienne d'analyse lue par 17 000 gérants de fonds et gère environ 3,5 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés. Charles Gave est également le fondateur et président de l'Institut des Libertés, un think tank libéral qu'il a créé en 2012 avec sa fille Emmanuelle Gave, et sur lequel il publie régulièrement ses analyses macroéconomiques, des analyses souvent à contre-courant du consensus et souvent avec beaucoup d'avance. Ce qu'il faut retenir de ce parcours, c'est une chose simple, la crédibilité de Charles Gave n'est pas construite sur des discours mais sur des résultats. Sa stratégie d'investissement n'est pas née dans un manuel universitaire, elle est née dans la réalité des marchés, testée pendant plus de 50 ans à travers des crises, des récessions, des chocs inflationnistes, des périodes de déflation, et c'est ce qui en fait un cadre d'analyse particulièrement robuste. Partie 2, la philosophie. Préserver le capital avant tout. Avant de rentrer dans la mécanique de son portefeuille, il faut comprendre la philosophie qui est derrière. Parce que la stratégie de Charles Gave, ce n'est pas une stratégie pour s'enrichir rapidement. Ce n'est pas une méthode pour battre le marché à court terme. C'est une philosophie patrimoniale fondée sur un principe central qu'il répète inlassablement. Pour lui, la première règle de l'investissement, ce n'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Il y a une formule que j'aime beaucoup. La gestion, ce n'est pas tellement de savoir ce que vous devez avoir, c'est surtout de savoir ce que vous ne devez pas avoir. Et c'est exactement ça. L'essence de sa démarche, il illustre ça avec un exemple concret et douloureux, les obligations françaises. Entre 2020 et 2024, une obligation française a perdu environ 22% en nominal, et si vous rajoutez l'inflation sur la période, vous avez perdu près de 40% de pouvoir d'achat. Et pourtant, les banques françaises classiques mettent souvent 30 à 40% du capital de leurs clients en obligations d'État au motif que c'est sans risque. Et pour Gave, ce n'est pas du tout sans risque. C'est simplement un risque qu'on ne nomme pas correctement. Sa philosophie repose sur 4 piliers. D'abord, l'approche macro. Il ne part jamais du choix d'une action individuelle, mais de la
lecture du cycle économique global. Ensuite, la vraie diversification entre classes d'actifs qui se répondent les unes aux autres, pas 20 actions dans le même secteur. Puis l'investissement à long terme en pensant en cycle plutôt qu'en semaine. Et enfin, l'indépendance d'analyse. Un investisseur sérieux qui construit sa propre lecture du monde, loin des biais des médias financiers et des banques. Partie 3, la matrice des 4 cadrans. Et c'est là qu'on arrive au cœur de sa méthode intellectuelle. L'outil qui structure toute la pensée de Charles Gave, c'est sa matrice des 4 cadrans. Un cadre d'analyse qui paraît simple en surface, mais d'une richesse conceptuelle remarquable. L'idée de base est la suivante. L'économie évolue en permanence entre différentes saisons, et selon la saison dans laquelle on se trouve, certaines classes d'actifs surperforment et d'autres s'effondrent. L'art de l'investisseur, c'est d'identifier dans quelle saison on est et d'allouer son capital en conséquence. La matrice repose sur le croisement entre deux variables, la croissance économique en accélération et en décélération, et l'inflation en hausse ou en baisse. Ces deux variables génèrent 4 cadrans distincts. Le premier cadran, croissance plus désinflation, c'est le scénario idéal, ce que Gave appelle le boom déflationniste. La croissance accélère, les entreprises prospèrent et l'inflation reste sous contrôle. Les taux d'intérêt sont bas. Dans cet environnement, les actions surperforment largement. Pensez à la révolution technologique des années 1990 ou plus récemment à certaines phases de l'essor de l'intelligence artificielle. Le deuxième cadran, croissance plus inflation, c'est la surchauffe. L'économie tourne à plein régime, mais la demande génère de l'inflation. La monnaie se déprécie. Dans ce contexte, ce sont les matières premières et l'or qui protègent le pouvoir d'achat. Les actifs réels prennent le dessus sur des actifs monétaires. Le troisième cadran, récession plus inflation, c'est le pire scénario possible. La stagflation. L'économie ralentit, mais l'inflation reste élevée. Les actions souffrent car les bénéfices des entreprises se contractent. Et dans ce contexte, les seules valeurs refuges sont l'or et le cash. C'est ce qu'on a vécu dans les années 1970 et en partie dans la période 2021-2022. Le quatrième cadran, récession plus désinflation. C'est la déflation classique, l'économie ralentit, les prix baissent, les banques centrales abaissent les taux. Dans ce contexte, les obligations d'état de qualité s'apprécient mécaniquement et le cash est roi. Ce que cette matrice fait, c'est forcer l'investisseur à penser de manière systémique et stratégique plutôt qu'émotionnelle et réactive. C'est une boussole, pas une boule de cristal. Partie 4, le portefeuille concret de Charles Gave. Maintenant, parlons de ce que tout le monde veut vraiment savoir. À quoi ressemble concrètement le portefeuille de Charles Gave? Ce portefeuille a une identité très claire. Gave l'appelle le portefeuille antifragile. L'idée n'est pas de maximiser la performance dans un seul cadran, mais de construire un ensemble qui résiste, voire qui progresse, quelle que soit la saison économique. Et la règle d'or qui structure tout, c'est simple, 50% d'actifs défensifs, 50% d'actifs offensifs. Et cette règle, elle n'est pas négociable. Ce portefeuille, c'est comme une voiture, vous ne pouvez pas acheter uniquement les pneus ou uniquement le moteur, vous achetez l'ensemble, ou cela ne fonctionne pas. La partie défensive, 50% du portefeuille. Elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'or, qui représente environ 17% du portefeuille. Et Gave a une vision très précise de ce que représente l'or dans un portefeuille. Ce n'est pas un actif de performance, c'est une assurance contre les folies du monde, les crises monétaires, les guerres, les effondrements de devises. Il cite souvent cet exemple frappant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'État français a confisqué les actions de ses propres citoyens en échange de bouts de papier qui ne valaient plus rien 5 ans plus tard, après les dévaluations successives. Ceux qui avaient des pièces d'or, eux, avaient conservé leur pouvoir d'achat. L'or, c'est le plancher de sécurité ultime. Le deuxième pilier défensif, c'est là que ça devient intéressant et très concret. À l'origine, ce pilier était constitué d'obligations chinoises représentant environ 33% du portefeuille. Ces obligations offraient un coupon modeste d'environ 2%, mais leur vraie valeur, c'était leur rôle de protection contre la dépréciation de l'euro. Elles sont passées de 100 à 128 sur la période, mais depuis, son portefeuille a évolué. Une partie significative de ces obligations chinoises a été remplacée par du cash en yen japonais. Pourquoi le yen? Parce que selon Gave, le yen est structurellement sous-évalué d'environ 50% par rapport à sa parité de pouvoir d'achat réel. Il illustre ça avec un exemple très parlant. Toyota produit autant de voitures que Volkswagen, environ 9 millions par an, mais avec seulement 350 000 employés contre 750 000 pour l'allemand. Et ces employés sont payés en yens, une devise sous-évaluée. Résultat, Volkswagen ferme des usines, la Chine devient le premier exportateur mondial de voitures et l'industrie européenne est progressivement asphyxiée. Jouer le yen, c'est donc jouer le rééquilibrage inévitable des devises asiatiques face à l'euro. Maintenant, parlons de la partie offensive, 50% du portefeuille. Elle s'est également transformée au fil du temps et c'est là que la stratégie a pris une dimension encore plus intéressante. À l'origine, la partie offensive était constituée d'un socle de 10 actions françaises, toutes choisies selon un unique critère. Aucune ne doit avoir de lien avec l'État français. Pas d'analyse financière complexe, pas de ratio de valorisation, juste cette règle simple, l'État et l'investisseur ne peuvent pas dormir dans le même lit. L'État se retourne et vous êtes aplati. On l'a vu
vu spectaculairement avec les actionnaires d'EDF. Ces 10 valeurs étaient LVMH, Total, Accor, Sodexo, Schneider, L'Oréal, Air Liquide, Danone, Capgemini et Pernod Ricard. Des multinationales dont les revenus sont libellés en devises mondiales, totalement décorrélées des décisions budgétaires de Paris. Ces actions capitalistes, comme les appelle Gav, ont affiché environ 10% par an en moyenne contre 7% pour un indice classique, soit 3% de surperformance annuelle, ce que dans le monde de la gestion professionnelle, on appelle 300 points de base, et qui est considéré comme exceptionnel. Donc dans la version actuelle du portefeuille, une partie de ces 10 valeurs a été allégée. Gav recommande de conserver en priorité Total, Schneider, Air Liquide et L'Oréal. 4 valeurs véritablement mondiales, dont le destin se jouera à l'échelle planétaire, pas dans le périmètre hexagonal. Et à la place des valeurs cédées, 2 nouvelles lignes ont été introduites. La première, c'est un ETF action asiatique, hors Australie, hors Japon, inférieur à 30% dans l'indice et en réplication physique uniquement. Pourquoi exclure les critères ESG? Parce que selon Gav, les indices ESG ont perdu environ 50% depuis 2012, là où les indices non ESG ont doublé. Les critères ESG sont perçus comme un mécanisme de contrôle erratique de l'économie via la finance, pas comme une boussole d'investissement rationnel. La deuxième nouvelle ligne, c'est un ETF producteur d'énergie fossile qui représente environ 20% du portefeuille. La logique est frappante. En 1983, lors du précédent grand choc pétrolier, les valeurs énergétiques représentaient 30% de l'indice du S&P 500. Aujourd'hui, après 40 ans de stagflation relative du prix du pétrole, elles n'en représentent plus que 3%, ce qui signifie que si un choc énergétique survient, tous les portefeuilles exposés aux grands indices mondiaux seront dévastés, sauf ceux qui ont cette protection. C'est une couverture asymétrique, vous payez peu pour vous protéger d'un risque potentiel énorme. Les résultats sur 5 ans, dans sa version la plus conservatrice, obligations chinoises, or 10 actions, ce portefeuille a progressé d'environ 50% sur 5 ans, soit approximativement 10% par an en nominal. La Bourse de Paris a réalisé une performance légèrement inférieure sur la même période, avec dividendes réinvestis, mais avec une volatilité sans commune mesure. Des drawdowns pouvant atteindre moins 33% sur certaines périodes, contre quasiment 0 perte sur 12 mois glissants pour le portefeuille antifragile. Et c'est précisément ce point qui est le plus sous-estimé par les investisseurs particuliers. Quand votre portefeuille chute de 30%, vous vendez. Quand il ne perd jamais d'argent, vous restez investi. Et c'est cette capacité à rester investi qui fait toute la différence sur le long terme. Partie 5, mon avis personnel, les limites de ce portefeuille. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur cette approche. Et je pense que c'est là que cette vidéo prend tout son sens. Parce que comprendre une méthode, c'est bien, mais avoir le critique d'un professionnel qui l'analyse pour vous, c'est mieux. La stratégie de Charles Gave, je la respecte profondément. La philosophie de préservation du capital, la matrice des 4 cadrans, le rééquilibrage trimestriel, tout ça, c'est rigoureux, c'est cohérent, c'est le fruit de 50 ans d'expérience sur les marchés financiers. Mais en tant que conseiller en investissement financier, il y a plusieurs limites que je ne peux pas passer sous silence. La première limite, et c'est probablement la plus importante, ce portefeuille délaisse totalement des actions américaines. Pas de S&P 500, pas de Nasdaq, pas de Microsoft, pas d'Apple, pas d'Nvidia. Or, on le sait, les marchés américains ont été de très loin les moteurs de performance les plus puissants de ces 20 dernières années. Un portefeuille qui s'en coupe complètement, c'est un portefeuille qui accepte structurellement de sous-performer sur certaines phases de marché. Et ce n'est pas un détail marginal, c'est un choix fort assumé par Gave, mais qui a un coût réel en termes d'opportunités manquées. La deuxième limite, c'est la concentration sur le marché français. 50% du portefeuille offensif repose sur 10 valeurs françaises. Et même si ce sont de très belles entreprises, des multinationales mondiales, cette concentration pose un vrai problème de diversification. En 2026, on le voit concrètement. LVMH est en forte correction, Pernod Ricard est en chute libre, le rééquilibrage mécanique atténue l'impact certes, mais la surexposition au tissu économique français reste une fragilité structurelle que je trouve difficile à défendre dans un contexte où l'économie française fait face à des défis budgétaires et industriels considérables. La troisième limite, c'est l'absence de la diversification internationale et sectorielle plus large. Il n'y a pas d'ASML, le champion européen des semi-conducteurs, qui est pourtant l'une des positions incontournables dans tous les portefeuilles technologiques. Il n'y a pas de valeur indienne, alors que l'Inde est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques au monde, et plus globalement, la dimension technologique est quasiment absente de ce portefeuille. Ce qui, dans un monde où la révolution de l'intelligence artificielle redistribue les cartes à une vitesse inédite, me semble être un angle mort significatif. La quatrième remarque, et celle-là va peut-être en surprendre certains, c'est l'absence totale de crypto-monnaie. Gave est très critique envers le Bitcoin, qu'il considère comme un actif spéculatif sans valeur intrinsèque. Je comprends son raisonnement, mais je pense qu'une allocation de 5 à 10% en crypto-monnaie peut avoir sa place dans un portefeuille moderne pour dynamiser la performance globale, surtout dans un contexte de marché comme celui que nous traversons en ce moment, où les cours ont significativement corrigé et offrent des points d'entrée intéressants. Ce n'est pas une position dogmatique de ma part, c'est une observation pragmatique. Les actifs numériques font désormais partie du paysage financier et les ignorer complètement, c'est peut-être se priver d'un levier de performance
performance réelle. En résumé, le portefeuille de Charles Gave est un excellent cadre de départ. C'est un portefeuille très conservateur, conçu pour ne jamais perdre. Et il remplit ce rôle à merveille. Mais pour quelqu'un qui cherche à optimiser sa performance sur le long terme, je pense qu'il faut impérativement l'enrichir d'une exposition aux États-Unis, élargir la diversification internationale et sectorielle et envisager une poche même modeste sur les actifs alternatifs. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose de concret aujourd'hui, alors je vous invite à aller un cran plus loin parce que comprendre la méthode de Charles Gave, c'est bien, savoir comment l'adapter, la compléter et la calibrer à votre propre situation patrimoniale et à vos objectifs financiers personnels, c'est autre chose. Et c'est exactement ce que je fais au sein de mon académie. Donc vous apprendre à investir de manière structurée, stratégique et cohérente avec votre situation. Pas des conseils génériques, une méthode rigoureuse ancrée dans la réalité des marchés avec un regard critique et indépendant, exactement ce que vous venez de voir dans cette vidéo. Le lien pour rejoindre l'académie est directement dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et en attendant, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire, est-ce que vous investissez déjà en suivant la méthode de Charles Gave ou est-ce que vous avez une approche différente? Je serais très curieux de lire vos retours et à très vite.